Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Kunafoni. Bienvenue dans votre journal de la matinale. Au micro, Nourietou Touré. Au sommaire de cette édition, Sahel, les ministres de l'AES sont en consultation avec la Russie à Niamey alors que les tensions s'aggravent entre le Burkina Faso et la France. Moyen-Orient, le cessez-le-feu entre Washington et Téhéran ont rompu. Donald Trump annonce la reprise des frappes sur l'Iran cette nuit. Botswana, coopération spatiale. Le pays rejoint les accords Artemis. Sénégal, les sociétés civiles haussent le ton face à la xénophobie visant les migrants en Afrique du Sud. Les détails avec Namadjara. États-Unis, après 18 mois d'activité, le Doge ferme ses portes. RDC, l'ONU renouvelle les sanctions tandis que Washington salue une avancée pour la paix. Restez avec nous, tous les détails dans les minutes qui suivent sur Radio Kunafoni. Nous débutons ce journal par l'actualité sécuritaire et diplomatique au Sahel. Sanata Coulibaly nous donne les détails. Les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, étaient en consultation hier, mercredi 8 juillet 2026, à Niamey avec leur homologue russe, Sergueï Lavrov, dans le cadre de la deuxième session des consultations entre l'AES et la Fédération de Russie. La sécurité dans le Sahel était au cœur des discussions. Écoutons le ministre russe, Sergueï Lavrov. Nous sommes prêts à cela, nous sommes intéressés à ce que ce format de coopération serve d'exemple à d'autres pays qui souhaitent, sur la base de leurs propres souhaits et exigences et surtout en fonction de leurs intérêts nationaux, rechercher des accords équitables et mutuellement avantageux dans le cadre de la coopération internationale. Il me semble donc que nous sommes sur la bonne voie et que nous continuerons ce partenariat dans tous les domaines que j'ai mentionnés ainsi que dans bien d'autres. Je ne doute pas qu'à l'avenir, de nouvelles perspectives de coopération conjointe verront le jour. Le chef de la diplomatie russe a réaffirmé la volonté de Moscou de renforcer ce partenariat stratégique avec les pays de l'AES sur la base d'accords équitables et mutuellement avantageux, respectueux des intérêts nationaux de chaque État. Cette rencontre à Niamey marque une nouvelle étape dans le rapprochement entre l'Alliance des États du Sahel et la Russie, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense et de la coopération multilatérale. Toutefois, certains observateurs s'interrogent sur les résultats concrets de cette coopération militaire. Ils rappellent les attaques djihadistes du 25 avril dernier au Mali qui avaient coûté la vie au ministre de la Défense Sadio Kamara ainsi que celle du 4 juillet 2026 au cours desquelles 7 villes ont été attaquées. Le retrait des éléments de l'Africa Corps de Kidal illustre également des difficultés rencontrées sur le terrain. Si cette coopération vise officiellement à lutter contre les groupes armés, certains analystes et observateurs estiment qu'elle constitue aussi à consolider le pouvoir des régimes militaires en place. Sur le plan concret, on observe encore très peu d'investissements majeurs dans le secteur minier, énergétique ou infrastructurel au profit des populations. Dans certaines zones, la situation sécuritaire s'est légèrement améliorée, mais pour une grande partie des citoyens, les résultats restent limités face aux défis quotidiens, insécurité persistante, inflation, chômage et pauvreté. C'était un reportage de Sanata Coulibaly. Sur le plan diplomatique, au Burkina Faso, les relations avec la France se tendent davantage. Entre déclarations officielles et accusations croisées, le torchon brûle entre Paris et Ouagadougou. Tidiane Ouedraogo nous éclaire sur cette nouvelle escalade. À la suite de la rupture des relations diplomatiques décidée par Ouagadougou, la France a exigé que les personnels diplomatiques du Burkina Faso quittent le territoire français au plus tard ce lundi soir, invoquant le principe de la réciprocité. Le 26 juin dernier, le gouvernement du Burkina Faso a annoncé unilatéralement la fin des relations diplomatiques avec la France. En réaction, Paris a pris acte et a décidé de convoquer le chargé des affaires burkinabé à Paris pour lui signifier que ses personnels devraient quitter la France sous les 7 jours prochains.
Il faut rappeler que depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, les relations diplomatiques entre Ouattara et Paris sont restées toujours tendues. Le Burkina accuse la France d'ingérence dans leur pouvoir. Sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram, les communautés burkinabées basées à Paris n'arrêtent pas d'exprimer leur inquiétude face à cette rupture entre Paris et Ouagadougou. Cap maintenant sur le Sénégal où l'ancien président Macky Sall, candidat au poste de secrétaire général de l'ONU, pourrait bénéficier du soutien du président Bassirou Diomaye Faye. Ce ralliement potentiel fait suite à la rupture entre Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko. Écoutons les précisions de Nama Diarra, notre correspondant à Dakar. Selon le journaliste Madiambal Diagne, un proche de l'ancien président Macky Sall, le président Bassirou Diomaye Faye pourrait finalement apporter le soutien diplomatique du Sénégal à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Ce revirement fait suite à une rencontre diplomatique discrète qui se serait tenue début juillet entre le président Bassirou Diomaye Faye, le président gambien Adama Barrow et l'ancien chef d'État bissau-guinéen Omaro Sissoko Embalo. Ces derniers auraient plaidé pour que le gouvernement sénégalais soutienne la candidature de Macky Sall. Les nouvelles autorités avaient affiché des réserves quant à la démarche visant à succéder Antonio Guterres en invoquant les événements de 2021 et 2024 qui avaient fait des victimes sous le régime de Macky Sall. Madiambal Diagne souligne que la donne a changé après la rupture politique entre le président Bassirou Diomaye Faye et son ancien premier ministre Ousmane Sonko. Ces derniers s'étant opposés à tout soutien de l'Union africaine à l'ancien chef de l'État. Pour rappel, la candidature de Macky Sall a été portée par le Burundi début mars. Mais les États membres de l'Union africaine avaient rejeté le projet de résolution visant à l'approuver. Ce repositionnement stratégique du Sénégal apparaît désormais comme un excellent moyen de privilégier l'influence diplomatique du pays sur la scène internationale. Selon les journalistes, Macky Sall est même attendu à Dakar et à Banjul pour consolider ses soutiens politiques et finaliser les négociations. Toutefois, pour l'heure, aucun décret ni un communiqué officiel de la présidence n'a été publié pour acter cette décision de l'État du Sénégal. Nama Diarra, Dakar pour la radio Kunafoni. Restons toujours au Sénégal où le cadre de concertation des acteurs de la société civile dénonce la vague de haine visant les migrants en Afrique du Sud. Plus de détails avec Nama Diarra. Ce cadre de la concertation des acteurs de la société civile au Sénégal, dans son communiqué, a rappelé avec amertume que le combat contre l'apartheid a bénéficié du soutien de tous les continents, rendant ces actes contraires aux valeurs du panafricanisme. Mais aujourd'hui, les ressortissants des pays africains ayant soutenu l'Afrique du Sud à l'époque de l'apartheid sont victimes de xénophobie dans ces pays. Des mouvements locaux comme Opération Doudoula ont lancé un ultimatum illégal dont le délai était fixé au 30 juin 2026. La situation s'est aggravée depuis l'expiration de ce délai. Des centaines de manifestations contre les ressortissants étrangers en Afrique du Sud ont provoqué des violences et de l'exode de milliers de personnes. Des ressortissants nigérians ont trouvé la mort lors de ces violences, exacerbant ainsi les vives tensions diplomatiques entre Abuja et Pretoria. En réaction, le gouvernement nigérian a organisé des vols de rapatriement pour ses citoyens fuyant les violences et les manifestations anti-immigrés en Afrique du Sud. Des centaines de ressortissants sont déjà rentrés au Nigeria. La société civile sénégalaise, pour sa part, condamne les discours politiques qui font des migrants les seuls responsables du chômage et l'insécurité dans le pays. Face à cette crise, le cadre de la concertation de la société civile sénégalaise appelle à des sanctions immédiates et exige du gouvernement sud-africain qu'il protège des personnes menacées. Les acteurs de la société civile exhortent également l'Union africaine et les États membres à agir pour mettre fin à cette hostilité, car l'intégration continentale restera vouée à l'échec tant que les Africains seront considérés comme les étrangers en Afrique. Nama Diarra, Dakar pour la radio Kunafoni. C'est la fin de la première partie de notre bulletin. Nous vous retrouvons juste après la pause promotionnelle. Restez connectés.
Bienvenue sur Radio Kunafoni, la voix de l'info, la pulse des actus. Écoutez les nouvelles, le monde à portée, chaque heure, chaque jour. Des nouvelles qui bougent, des récits qui inspirent. Sur Radio Kunafoni, l'actualité prend vie. Culture, sport et société. Chaque jour, chaque seconde, on vous informe. Radio Kunafoni, la voix de l'info, connectée à l'infini. Écoutez, réagissez, partagez vos idées. Avec nous, votre monde s'éveille. Radio Kunafoni, ensemble, on avance pour une actualité riche, vibrante et en cadence. Sur les ondes, entrez dans l'action. C'est l'heure de l'info, c'est Radio Kunafoni. Merci de rester connecté à Radio Kunafoni. Place maintenant à la deuxième partie de notre journal. La trêve entre les États-Unis et l'Iran vient de voler en éclats. Après une attaque contre des pétroliers dans le détroit d'Ormuz, Washington a frappé plusieurs cibles iraniennes. Téhéran a immédiatement répliqué. Les points avec Nicolas Traoré. C'est une nuit de tension extrême dans le Golfe entre le président américain Donald Trump a annoncé ce mercredi que la trêve conclue avec l'Iran était terminée. Il promet, je le cite Thomas Beau, probablement une nouvelle nuit de frappe. Tout est parti d'une attaque mardi contre 3 pétroliers dans le détroit d'Ormuz. En représailles, l'armée américaine a frappé plus de 80 cibles iraniennes, système de défense anti-aérienne, radar côtier et plus de 60 embarcations des gardiens de la Révolution. Téhéran a immédiatement répliqué. Les gardiens de la Révolution affirment avoir visé environ 85 installations militaires américaines au Koweït et à Bahreïn. Le Koweït dit avoir intercepté 2 missiles balistiques et 13 drones. Par ailleurs, l'Iran est en deuil, où les funérailles de l'ayatollah ont lieu ce mercredi dans une atmosphère particulièrement tendue alors que le pays fait face à ces nouvelles frappes américaines. Donald Trump va plus loin dans ses menaces. Il évoque désormais de possibles frappes contre les infrastructures civiles iraniennes, centrales électriques, usines de dessalement et même la saisie de l'île de Karg par où transite près de 90% du pétrole iranien. Du côté iranien, le président du Parlement Mohammad Bagher Khalibaf a réagi sur le réseau X. L'ère du chantage et de l'intimidation est terminée. Cela ne mène nulle part. Nous ne plierons pas. Conséquence immédiate sur les marchés, les prix du pétrole se sont envolés. Le baril de Brent gagnant plus de 5%. Des discussions restent en théorie possibles, mais Donald Trump se montre pessimiste sur leurs chances d'aboutir. Nicolas Traoré pour Radio Kunafoni. Toujours au Moyen-Orient, le président français Emmanuel Macron s'est rendu à Syrie, une visite hautement symbolique dans un pays encore marqué par des années de guerre, à Ouabamba. C'est la première fois qu'un chef d'État occidental se rend à Damas depuis la chute de Bachar al-Assad fin 2024. Reçu par le président syrien Ahmed al-Sharia, un ancien chef rebelle islamiste, Emmanuel Macron a promis le soutien de la France à la reconstruction du pays. Plusieurs accords de coopération ont été signés, portant notamment sur la sécurité et l'économie, mais la visite a été marquée par la peur. Des explosions ont eu lieu ce mardi matin près de l'hôtel où séjournait le président français, faisant 18 blessés. L'Élysée a rapidement précisé que le chef de l'État avait quitté les lieux et qu'il allait bien. Une visite qui n'est pas sans rappeler à sa manière la situation que vivent certains pays du Sahel. Si la France cherche aujourd'hui à dialoguer avec un pouvoir issu de la mouvance islamiste en Syrie, c'est tout l'inverse qui s'est produit au Mali, au Burkina Faso et au Niger, où les autorités militaires ont rompu avec Paris, accusant justement la France d'avoir échoué dans la lutte contre les groupes djihadistes. Une différence de traitement qui continue d'alimenter dans certaines opinions sahéliennes un sentiment de deux poids, deux mesures dans la diplomatie française. Nous parlons maintenant de technologie. Le Botswana devient le 68e pays à rejoindre les accords artémistes. Une adhésion saluée par Washington. Reportage de Chami. Le département d'État américain a annoncé l'adhésion officielle du Botswana
aux accords Artemis signés le 25 juin 2026 dernier à Washington, au siège de la NASA. Le pays africain rejoint ainsi un ensemble de 67 autres nations engagées à respecter des principes de transparence, de coopération internationale et d'exploration pacifique de l'espace. Lors de la cérémonie, le Botswana était représenté par son ministre de la Communication et de l'Innovation, David Tchéré, tandis que la NASA et le département d'État américain étaient représentés par Matteo Anderson et Grégory Autry. Cette adhésion intervient dans un contexte de montée en puissance des ambitions spatiales du Botswana qui avait déjà lancé son premier satellite BOSSAT-1 en 2025. Les accords Artemis lancés en 2020 par les États-Unis et la NASA visent à établir des règles communes pour une exploration spatiale durable et responsable. Bienvenue sur la page chronique de Radio Kunafoni, présentée aujourd'hui par Nourietou Touré. Ce soir, on parle religion, politique et identité. Avec en toile de fond, le vice-président américain J.D. Vance et son nouveau livre Communion. Depuis quelques semaines, Vance occupe l'espace médiatique. Officiellement, il raconte sa conversion au catholicisme. Mais entre les lignes, c'est un tout autre projet qui se dessine. Celui d'une Amérique redéfinie par son héritage chrétien. Pour lui, ce n'est pas la Constitution, ni les idéaux fondateurs qui font l'Amérique, c'est sa foi. L'Amérique n'est pas seulement une idée, disait-il déjà en 2024. C'est un groupe de personnes avec une histoire commune. Autrement dit, une nation, un peuple, une religion. On appelle ça un nationalisme chrétien. Et ce discours, on le retrouve aussi chez d'autres figures de l'administration Trump, comme Marco Rubio ou Pete Hexteg. Alors, une question m'est venue. Comment ces récits résonnent-ils chez nous, de nos communautés de la diaspora africaine aux États-Unis? Et la réponse est complexe. D'un côté, oui, il y a un écho. Nos familles sont souvent très pratiquantes. Beaucoup partagent le même constat que Vance sur l'érosion des valeurs, l'effritement de la famille, la perte de repères moraux dans la société américaine. Mais d'un côté, c'est là que la ressemblance s'arrête. Parce que notre christianisme, à nous, il n'y a pas la même histoire. Il a été forgé dans l'esclavage, dans la colonisation, dans la résistance. Ce n'est pas une foi de domination, c'est une foi de survie et de solidarité. Chez nous, la religion, ce n'est pas une frontière qu'on ferme, c'est une table qu'on ouvre, c'est l'hospitalité envers l'étranger, c'est la justice sociale, c'est l'entraide communautaire, le fameux esprit du village qui élève l'enfant. Là où Vance parle d'un foyer réservé à un peuple précis, avec une histoire commune exclusive. Nous, on vient d'ailleurs, on vit ici et notre foi nous a justement appris à construire des ponts, pas des murs. Alors non, l'Amérique chrétienne de J.B. Vance, celle du repli identitaire et de la nostalgie civilisationnelle, ne nous parle pas vraiment. Ce qui nous parle, c'est une foi plurielle, généreuse, tournée vers l'autre. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon à tirer de ce débat. La religion peut unir un pays ou le diviser. C'est là qu'on l'utilise pour exclure ou pour accueillir. À vous d'en juger. Sur ce, je vous laisse avec vos réflexions et à très bientôt. C'était la page chronique qui vous a été présentée par Nourietou Touré. Aujourd'hui, nous avons parlé du nouveau livre Communion de J.D. Vance, le vice-président des États-Unis de l'Amérique. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés sur nos pages radiokunafoni.org. À très bientôt. La page sport. Le sport. Le sport. Et pour terminer, football. Les États-Unis s'inclinent face à la Belgique et quittent la Coupe du Monde. Les réactions avec Marianne Charles. L'Argentine s'est imposée face au Brésil dans un classico très tendu. L'Espagne a également confirmé sa belle forme en battant l'Allemagne. Et ce soir, tous les regards seront tournés vers le choc très attendu. La France affronte le Maroc en 8e de finale. Les Bleus, revanchards après leur défaite en finale de la dernière édition, vont retrouver une équipe marocaine ultra motivée et portée par un public exceptionnel. Le coup d'envoi est prévu à 20h. Un match à ne surtout pas manquer. C'était le sport avec Marianne Charles. Coupe
du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous, on débute avec le match de l'équipe de France de football face au Maroc. Ce jeudi soir à 22h heure française à Foxborough, les Bleus retrouvent la nation et qu'ils avaient éliminé en demi-finale du mondial au Qatar il y a 4 ans. Les Bleus s'étaient alors imposés 2-0 et ce soir on espère retrouver du football du vrai, pas celui proposé par les Paraguayens qui ont multiplié les fautes et les actes d'anti-jeu sans jamais être sanctionnés. Le Maroc se présente après un début de Coupe du Monde réussi, marqué notamment par un nul un partout face au Brésil, puis des victoires contre l'Écosse 1-0 et Haïti 4-2 en phase de poule. Les Marocains ont ensuite éliminé les Pays-Bas au tir au but 1 partout à l'issue du temps réglementaire, puis le Canada 3-0 en 8e de finale avec 3 buts en phase de poule. Saïbari semble être une arme offensive importante pour le Maroc, emmené par Achraf Hakimi, buteur face à Haïti en phase de groupe. Et les Bleus, eux, pourraient compter sur le retour d'Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain. Le joueur du Real Madrid s'est entraîné normalement avec le groupe hier. En attaque, Désiré Doué pourrait être titularisé à la place de Bradley Barcola, qui lui a été préféré lors des derniers matchs. Et niveau météo, le match se déroulera sans le moindre orage à l'horizon. Contrairement à ce qui avait été redouté contre le Paraguay, 29 degrés sont annoncés à Boston ce jeudi au moment du coup d'envoi. Et la rencontre sera arbitrée par un Argentin, Facundo Telo, qui a déjà officié lors du quart de finale de Coupe du Monde en 2022, déjà avec les Marocains face au Portugal, une victoire 1-0 pour les joueurs marocains. Notez qu'il avait distribué 10 cartons rouges lors de l'équivalent du trophée des champions 2022 en Argentine. La rencontre n'avait donc pas pu aller à son terme faute de joueurs suffisants sur le terrain. Et France-Maroc, c'est donc ce jeudi soir à 22h heure française. Très belle journée de foot. Coupe du Monde 2026. C'était votre journal de la matinale sur Radio Kunafoni, la voix qui relie le Sahel, l'Afrique et sa diaspora depuis Washington. Merci de votre fidélité. Très bon week-end à toutes et à tous. Et surtout, restez à l'écoute de Radio Kunafoni. Matata ya mwasi na mobali esila se na mokili mama mama oh mama mama oh mama matata ya mwasi na mobali esila se na mokili mama mama oh mama biso mibali tosalelaka basi bango baliaka balataka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba ye o mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama o mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama oh mama mama oh mama likambo nini osala biso mibali tosalelaka banzele likambo nini osala biso mibali tosalelaka basi bango baliaka bakolaka biso mbula mobimba pantalo moko na mokaba mama e o mama matata ya mwasi na mobali esila te na mokili mama mama
na mobali esila te na mokili mama mama oh mama mama oh mama matata ya mwasi na mobali esila te ekosila ndenge nini tanke bolingo eza matata ekozala kaka